Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui veulent ce monde qui évolue, ce monde qui apporte de l'éthique, de la morale. Voilà, c'est pour ce monde que nous travaillons. Nous ne sommes pas là forcément pour faire des critiques aux religions ou quoi que ce soit. On est là pour apporter les préceptes, les règles du jeu, afin que ceux qui veulent être des politiciens puissent être de bons politiciens avec des programmes. Parce que si on vous dit qu'est-ce que c'est qu'un anarchiste, vous ne savez pas ce que c'est qu'un anarchiste. Si on vous demande qu'est-ce que c'est que le communisme, vous ne savez pas non plus ce que c'est que le communisme. On vous parle du socialisme, vous ne savez pas. On vous parle d'un progressiste, vous ne savez pas ce que c'est que ces lignes que l'on peut suivre pour apporter des programmes politiques pertinents, des programmes politiques qui ont de la valeur. Alors vous ne pouvez pas vous lancer en politique sans avoir des notions sur le fonctionnement de la société, sur le fonctionnement du bien commun. Vous ne pouvez pas venir comme ça et inventer sans au moins savoir ce que les anciens, ce que les sages, les philosophes et autres ont pu déjà voir sur le fonctionnement de la société actuelle et puis la société d'hier. Il faut connaître un peu aussi l'histoire et tout ça. C'est pour que la qualité des politiciens, des hommes qui veulent faire des critiques soit un peu plus, travailler un peu plus, ça doit une qualité un peu plus objective de la réalité des choses. Et que les programmes aussi soient étayés dans un sens positif et non que ce soit comme ça là, des inventions que les gens prennent pour venir donner comme solution, donner comme des programmes politiques pendant des élections. Voilà, donc c'est des formations que nous donnons comme ça en ligne pour les gens qui sont en sciences politiques, pour les directeurs de campagne, tout ça, pour ceux qui sont les conseillers aussi des politiques, ainsi que les politiciens eux-mêmes, pour qu'ils sachent un peu, pour avoir un peu le noumen, pour avoir un peu une véritable notion de la gestion des biens, des communautés, de la gestion des peuples, des sociétés. Aujourd'hui, nous allons parler du communisme. Nous allons parler du communisme. Nous allons parler de la philosophie de Karl Marx. Et comme nous le faisons toujours, nous parlons d'eux et nous faisons un peu le rapport avec les lois de Dieu. Est-ce qu'ils sont dans la norme des lois de Dieu, les lois de Dieu qui sont comme un véritable déterminisme universaliste, une véritable influence de la supériorité de l'intelligence de Dieu sur la terre. Donc on essaie comme ça de prendre leur vision et de faire, de voir la loi de Moïse, cela se coupe. Aujourd'hui c'est le communisme. Le communisme, c'est une vision de Karl Marx. C'est Karl Marx qui a en gros fait sortir, il y a d'autres Engels et autres qui ont contribué aussi, mais le véritable concepteur du communisme, c'est Karl Marx. Et comment ça s'est passé? C'est que pour Karl Marx, ça a été quelqu'un qui est parti d'une famille difficile, où il a connu une famille quand même, qui avait quand même les moyens, mais après lui, il est avec sa richesse de la liberté, il a fait de la philosophie, et à un moment donné, ça a été difficile pour lui de trouver du travail. Donc à la base, il y avait comme une révolte en lui, c'était un révolutionnaire qui a commencé à penser sur la société et ses classes. Voilà. En gros, il voit la société comme plusieurs classes où il y a les bourgeois et surtout les prolétaires. Et après, il peut mettre les paysans et les sous-prolétaires et tout, comme lui-même le dit dans son grand livre
Donc ça fait que il a une connaissance très profonde du fonctionnement de la société, une connaissance très fonctionnelle et très profonde du fonctionnement de la société. À partir de là, il a compris quelque chose que l'on peut tirer, quelque chose dont on peut profiter et analyser intelligemment, parce que c'est pas si stupide ce qu'il a donné, seulement qu'il lui manquait la finition au niveau du communisme, même dans sa phase finale. Après, les choses n'ont pas été organisées comme il faut, et on a vu les résultats que le communisme a donné. Ça a donné un manque de motivation, un manque de liberté après, parce qu'il n'y a pas de propriété privée dans le communisme, ce qui a arrêté cette chose qui fait que l'homme avance, cette chose qui fait que dans la concurrence, l'homme cherche à avoir aussi des biens et tout, à partir de la propriété privée. Pour lui, il ne fallait pas avoir de la propriété privée. Donc, on va l'expliquer. Karl Marx conçoit que dans la population, les prolétaires, les pauvres, qu'il appelle les prolétaires, c'est-à-dire les salariés et autres, il conçoit que les salariés sont exploités par ceux qui ont du pouvoir, ceux-là qui décident, les propriétaires dans les entreprises. C'est-à-dire que les propriétaires que lui appelle les bourgeois, qui sont eux, qui sont ceux-là qui sont propriétaires des moyens de production. Ils ont les moyens de production, donc ils créent. Ce qui est intéressant dans sa philosophie et que l'on peut tirer, pour nous autres qui voulons être justes envers tout le monde, c'est que effectivement, on le voit aujourd'hui dans notre capitalisme, on a l'impression que les bourgeois, les riches, ceux qui sont propriétaires des entreprises, à chaque fois qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont toujours des investissements à faire. C'est récurrent, quoi. Ils ont de l'argent, alors des investissements à faire. Ça a été toujours comme ça. Et lui, à l'époque déjà, il était contre ça. Et en quelque sorte, il y avait une raison dessus. Puisque, à force d'exploiter le prolétaire, le pauvre, le salarié, l'argent qui arrive, même si c'est beaucoup d'argent, on ne réinvestit pas dans l'homme, on réinvestit dans les machines. C'est ce qui faisait mal à Karl Marx. Et quand il a compris ça, il s'est dit, bon, au final, le prolétaire, le paysan, le salarié, on l'exploite parce que on finit toujours par dégager des bénéfices, et ces bénéfices-là, lui n'en profite pas. Et ces bénéfices-là sont en fait une surproduction sur lui. C'est une surproduction. Après, il y a une surproduction puisque lui, il travaille bêtement, mais on ne le paye pas à la hauteur du travail qu'il fait. Donc, la différence salariale qu'on devait lui donner, cette partie du salaire qu'on devait lui donner, on ne lui donne plus cette partie du salaire, mais on lui donne un salaire en dessous, et la différence que lui appelle la plus-value, que Karl Marx appelle la plus-value, c'est cette plus-value-là qui est l'exploitation en fait des bourgeois. Eux prennent ça, ils mettent ça comme bénéfice pour eux-mêmes, et ils vont en plus réinvestir encore dans des machines qui vont remplacer l'homme, ce qui est un mauvais schéma, puisque au final on finit toujours par acheter des machines, et l'homme lui-même n'évolue pas, l'homme lui-même n'est pas dans la joie, c'est-à-dire à la limite le travail lui-même devient comme un style de vie, non une véritable nécessité. Voilà ce que lui il était contre. Mais
en descendant après, parce qu'il dit on passe par le socialisme. Arrivé au socialisme, qui est la première phase du communisme, on passe au communisme même. Le socialisme qui serait une vision de la société des classes prolétaires à faire en sorte que les États puissent investir dans du social. Les États investissant dans le social à fond, les États vont finir par dépérir. Les États vont finir par dépérir. Et à force de dépérir, à un moment donné, on va passer au communisme qui va aller au final à la suppression même de l'État. Les gens vont aller voir des agences où on va leur donner de la nourriture selon le travail qu'ils ont fourni. On leur donnera de la nourriture, tout ce qui sera comme un système où il n'y a pas de propriété privée. On vous donne selon vos besoins. On va vous donner selon vos besoins. C'était ça en fait l'idée de Karl Marx. Mais et pour ça, lui, il a un problème avec tout système organisé, tout système d'éthique, de toute structure organisée, comme la religion, les religions par exemple. C'est Karl Marx qui disait la religion est l'opium du peuple. Comme pour dire la religion endormait en fait les gens utilisent la religion pour cacher la réalité des difficultés. Parce que la religion va faire sortir des valeurs, du ciel, des paradis. Donc les difficultés seront cachées à travers la terre promise des religions. Voilà ce que lui il voulait sous-entendre en fait. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Voilà, notre devoir est d'aller contre ça. Parce que les religions, que ce soit le christianisme, l'islam ou l'israélisme, le judaïsme, quelle que soit la religion, la base, c'est pas de cacher. La religion prône la vérité. Et si vous êtes dans une société de vérité, il y a des normes que la religion trace, des lois que la religion trace, notamment les lois du Pentateuque, les lois de la Torah, les lois par extension de l'islam. Voilà, donc c'est pas la religion n'est pas là pour endormir. Là, au contraire, la religion permet de faire ressortir les lois pour la gestion commune des choses. Et c'est la religion à la base même qui prône la communauté. La religion est comme un genre de communisme, mais un communisme où il y a la propriété privée et où il y a des lois qui orchestrent cette propriété privée. Voilà, c'était une partie importante aussi à faire ressortir. Donc ceux qui veulent aller à la politique, c'est des notions qu'il faut connaître. Il ne faut pas venir en politique et puis vous ne savez pas ce que c'est que le communisme, vous ne savez pas ce que c'est que la philosophie de Karl Marx et les limites de sa philosophie, les erreurs de sa philosophie. Il ne faut pas aller comme ça, dire je suis communiste, je suis contre la religion parce qu'il a dit la religion est l'opium du peuple, donc je suis contre la religion comme ça, sans savoir pourquoi c'est pas vrai, pourquoi parce que les religions apportent des valeurs. Il ne faut pas aller contre les religions stupidement, comme les gens le font en Chine ou dans d'autres pays. Oui, ils sont contre les chrétiens, ils sont contre les musulmans, comme ça, parce qu'ils savent pas qu'on peut être communiste sans forcément être contre les religions. Voilà, c'était la base. Progressivement, on va sortir des concepts comme ça. La prochaine fois, ce que c'est que l'universalisme, tout ça, ça donne des formations aux gens qui sont dans le domaine. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'universalisme, si vous ne savez pas ce que c'est que le souverainisme, vous pouvez commettre des erreurs, vous allez faire des programmes politiques sans savoir ce qui est en dessous. Donc, le carton rouge ici à Karl Marx, c'est l'attaque qu'il a eue contre les religions. On n'a pas besoin de supprimer la propriété privée. Tous les systèmes de groupe, comme les religions, peuvent rester. Maintenant, les États vont faire un peu plus de social, comme la Bible même le demande. Personne d'entre vous ne doit être nécessiteux. Donc, comme la Bible le dit, il faut
financer les gens, il faut leur payer, il faut bien les payer. Et puis même l'immigrant ne doit pas être exploité, c'est ce que la Bible demande. Voilà, c'est dans ce cadre-là que Marx, lui, en fait, il a commis une faute. Il voulait supprimer tout principe de l'État, alors que Dieu n'a jamais demandé qu'on supprime les préceptes de l'État. Dieu n'a jamais demandé qu'on supprime ce que l'État a, ce que l'État représente. Parce qu'après, qui va assurer la sécurité, qui va assurer la police, qui va faire tout cela? On ne peut pas donc supprimer l'État. On ne peut pas supprimer, c'est inconcevable. Voilà, et puis lui, voilà pourquoi il ne s'entendait pas trop avec Bakounine, un philosophe russe, parce que lui n'a jamais, lui c'est un anarchiste, mais les anarchistes ne sont pas ceux-là forcément qui suppriment l'État. Voilà. Et s'ils veulent en fait diminuer un peu l'influence du système de l'État, mais ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer l'État dans son absolu, quoi. Voilà. Donc, comme solution aussi, dans des programmes, ils peuvent faire des systèmes socialistes dans les programmes de politique où on peut demander à quelqu'un, si vous avez le baccalauréat et que vous avez, par exemple, vous faites vos recherches jusqu'à vous avez 30 ans, par exemple, l'État peut prendre dans les entreprises et faire du social de telle sorte que celui qui a 30 ans puisse avoir quand même un revenu assez intéressant pour pouvoir s'acheter une maison, pour pouvoir s'acheter une voiture et faire des programmes de recherche du travail, des job centers comme on le trouve dans des pays, des grands job centers où vous allez, vous êtes assis et vous avez des conseillers qui viennent directement vous voir, qui prennent vos dossiers, qui vont dans des entreprises et qui vous trouvent du travail. Tout ça, c'est du social. C'est ce côté socialisme-là qui était intéressant dans le communisme. Ce côté social, on peut l'encourager. Et puis, ceux qui ont des enfants, on peut les pousser à travailler, mais on ne laisse pas les gens sans travailler. On les cherche. On peut même aller chez eux à la maison parce qu'on a leur dossier pour qu'ils travaillent, pour voir s'ils ne sont pas, comme dans certains pays communistes le faisaient, s'ils n'étaient pas assis là à poireauter ou quoi. On se cherche, on te donne ces indemnités, mais on te recherche aussi après pour que tu viennes au job center chaque fois. Et on veut te voir au job center du quartier. Dans chaque quartier, il y a un job center. Dans chaque quartier, il y a une unité où vous partez, où on vous... où quand vous avez au minimum 30 ans, quand même, on vous donne une allocation. Ici, ça peut être un 200 000 francs CFA. Pourquoi pas? Et en temps, on vous trouve. Avec ça, vous pouvez faire votre commerce. Et après, l'État peut apporter sa part dans votre commerce, dans votre entreprise, et l'État prend une part de cette entreprise et l'État fait entrer d'autres jeunes qui sont plus jeunes que vous dans l'entreprise, de telle sorte que l'État a sa part dans l'entreprise. L'État aussi crée des entreprises où elle a sa part, des petites entreprises. Ça peut être une boutique comme ce que on trouve avec les Mauritaniens et tout, en Afrique, avec les Libanais, une quincaillerie. L'État crée ça et puis il y a deux personnes, deux jeunes, avec la mention bac, parce qu'on leur demande le bac, pour ne pas que les gens soient mal formés, les gens n'aient pas le diplôme intellectuel, c'est-à-dire la base de l'intellect. Si on se met dans la facilité de dire les gens ne vont pas à l'école et tout, après les gens ne savent pas s'exprimer, n'ont pas la notion des choses, n'ont pas le nous-mêmes, n'ont pas l'intellect pour comprendre les choses, ils ne savent pas s'exprimer, ils ne comprennent pas les langues. Voilà pourquoi on leur demande le bac d'abord pour qu'on les finance, c'est comme ça. Maintenant, après, il y a des programmes de formation pour ceux qui n'ont pas le bac, ça c'est autre chose. Mais on leur demande le bac minimum, comme dans les grands pays, comme aux États-Unis. Même quand tu fais du sport, on te demande le bac. Pour que la NBA te prenne, voilà, on te demande le bac, c'est comme ça. Il faut encourager les gens qui vont à l'école et qui apprennent. Il ne faut pas encourager les gens qui sont contre les rebelles. Les rebelles qui sont contre le système, les rebelles qui n'aiment pas étudier. Voilà. Voilà, c'était tout. C'était
La formation continue.